D'aujourd'hui représente une suite du cours que nous avons entamé précédemment traitant des systèmes sphériques, optiques sphériques. Donc je vais commencer aujourd'hui le cours concernant le chapitre 3 qui traite du dioptre sphérique. Bon, un dioptre sphérique est tout simplement une portion de surface sphérique réfringente séparant deux milieux homogènes et transparents d'indices différents. Donc, vous avez d'une part un milieu d'indice N1 séparé par une surface sphérique, d'accord? Le centre, de la même façon que dans le cas du miroir sphérique, le centre est situé par là, le sommet, l'axe optique étant l'axe qui passe par les deux points, C et S. Bon, comment je trace en fait le rayon qui part d'un point objet situé sur l'axe optique ici, le point A1, quand il arrive au niveau du dioptre sphérique, parce que bon, justement ce dioptre sphérique sépare deux milieux d'indices différents, le phénomène qui se produit à ce niveau-là, je vais dans un premier temps tracer l'angle d'incidence. Le phénomène qui se produit au niveau du point I, c'est le phénomène de réfraction. Bon, ici j'ai choisi la situation où N2 est supérieur à N1 et par conséquent, le rayon va se réfracter en se rapprochant de la normale parce que justement, à ce niveau-là, la loi qui régit ce phénomène de réfraction, c'est la troisième loi de Descartes. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. La fonction sinus est une fonction croissante, donc forcément, l'angle de réfraction sera plus petit que l'angle d'incidence. Si je trace le support de ce rayon, réfracté, au niveau de l'axe optique, l'intersection va se faire au niveau du point A2, d'accord? Bon, sachant que, bon, de la même façon, j'ai ici un point, donc une source ponctuelle, je peux envoyer un deuxième rayon, et de la même façon, je vais tracer la normale, d'accord? En fait, ici, la réfraction se fait en I', et bien, de la même façon, l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. Je vais le prolonger jusqu'à l'axe optique ici, et l'intersection se fait au niveau du point A'2. Et de la même façon que dans le cas du miroir sphérique, A2 est différent de A'2. Donc, de la même façon, je ne peux pas définir une image dans les conditions, je dirais dans les conditions générales, où en fait le point d'intersection est quand même assez loin de l'axe optique. Il faut qu'on se remette dans les conditions de Gauss pour effectivement en fait, étudier ce système. Bon, à ce niveau-là, je peux introduire un invariant fondamental de ce dioptre qui s'écrit sous la forme suivante. Vous avez en fait le produit N1 C1 A1 sur I1 se conserve à la traversée de ce dioptre sphérique. D'accord? C'est-à-dire que N1 C1 A1 sur I A1 est égal à N2 CA2 IA2. En fait, un calcul ici géométrique simple permet de démontrer cette équation sans difficulté. Donc là, on va se mettre dans les conditions ici. Bon, dans ce cas-là, ces conditions se déclinent très simplement. En fait, il faut tout simplement tendre oméga, cet angle-là, il faut le tendre vers 0, de sorte à ce que le point I ici ne soit pas trop loin de S. D'accord? Et dans ces conditions-là, si on se met dans les conditions de Gauss, parce que justement, de la même façon, ce système n'est pas rigoureusement stigmatique, eh bien, on ne peut démontrer la relation de conjugaison sous cette forme-là. Bon, c'est une démonstration que je ne vais pas effectuer aujourd'hui. Bon, elle est très simple à faire, on la trouve dans pratiquement tous les ouvrages d'optique géométrique. Bon, cette relation, c'est la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique dans les conditions de Gauss. D'accord? Ici, je l'ai exprimé par rapport au centre, mais je peux trouver une autre forme et il y a une équivalence entre les deux. On peut passer de l'une à l'autre sans difficulté. Donc, pour résumer un petit peu rapidement ce que je représente sur cette diapositive, bon, j'ai un système qui n'est pas rigoureusement stigmatique. Je me mets dans les conditions de Gauss et je peux trouver en fait justement cette relation de conjugaison qui permet de relier l'image ici à l'objet à travers les indices, et ici le CS c'est tout simplement le rayon de courbure de ce dioptre sphérique.
Eh bien, à ce niveau-là, dans les conditions de Gauss, bon, on peut représenter les dioptres de cette façon. Et si les objets en fait, sont situés dans cet espace, les objets sont alors réels. Et si ils sont situés derrière, donc de l'autre côté, bon, on les appelle dans ces conditions, plutôt dans cette situation, des objets virtuels. Pour ce qui est des images, ici, bon, les images, lorsqu'ils sont situés dans l'espace où il y a le centre C, eh bien ces images sont réelles. En revanche, lorsque les images sont situées devant, dans l'espace où en fait, ça dépend de la concavité en réalité. En tout cas, quand les images sont situées devant, elles sont virtuelles, et lorsqu'elles sont situées derrière, elles sont réelles. D'accord? Bon, la notion des foyers est une notion qui revient de la même façon à chaque fois. Pour la définir, en réalité, on prend la relation de conjugaison et on détermine le foyer tout simplement en disant que, en fait, l'image d'un foyer objet se situe à l'infini. Donc, lorsque A2 est situé à l'infini, ce terme-là va s'annuler et je peux calculer très facilement la position de ce point particulier que je note F1 et je trouve justement cette formule qui me permet de déterminer le foyer objet en fonction des indices, donc N1, N2 et de SC qui est le rayon de courbure, donc de mon dioptre sphérique. De la même façon, je profite de cette relation ici pour cette fois-ci imposer à 1, 1 d'être un objet situé à l'infini, et donc c'est ce terme-là qui va s'annuler. Et dans ces conditions-là, je peux déterminer A2, que je note d'ailleurs F2 sous cette expression-là, d'accord? De la même façon, cette fois-ci, vous avez N2 au lieu de N1 à ce niveau-là, d'accord? J'introduis la notion de la divergence, en réalité, ce F2, on l'appelle également la distance focale, et la divergence est définie en fait comme étant le rapport entre l'indice N2 sur SF2. À partir de cette équation, je peux montrer que c'est tout simplement N2 moins N1 sur SC. Eh bien, ce paramètre divergence est très important. Pourquoi? Parce que justement, cette divergence, lorsqu'on la calcule, et surtout en valeur algébrique, lorsque les indices, la différence entre les indices N2 moins N1 et le rayon de courbure en valeur algébrique qui peut être négatif ou positif, donc sont de même signe, dans ce cas-là, V, qui est la divergence, est positive, et par conséquent, le dioptre est convergent. Inversement, lorsque N2, N1 et SC sont de signes contraires, eh bien, dans ces conditions, V est négatif, et le dioptre est alors divergent. Bon, on va procéder de la même manière en définissant ce qu'on appelle le grandissement. Le grandissement, c'est tout simplement la taille, en fait, le rapport entre la taille de l'objet, plutôt la taille de l'image, sur l'objet. Ici, si, c'est ce que j'ai introduit tout à l'heure, si SA2 est positif, eh bien l'image est positive, pardon, l'image est ici, l'image est réelle, et si SA2 est négative, et bien dans ces conditions-là, l'image est virtuelle. De la même façon, quand je calcule le gamma, s'il est négatif, en fait j'ai une image opposée à l'objet, et si j'ai une image renversée, dans ce cas-là, en fait, voilà, si j'ai un gamma positif, dans ce cas-là, j'ai une image de même sens, ou qu'on appelle également image droite. Bon, ici, un calcul simple également permet de déterminer cette expression-là. Là encore, vous pouvez trouver la démonstration sans difficulté. Et donc, on voit que ce gamma dépend de N1, N2, et de la position de l'image et celle de l'objet par rapport au solide. En fait, je vais essayer de décliner les caractéristiques des foyers images et objets en utilisant des constructions géométriques dans le cas d'un dioptre concave avec N1 supérieur à N2. Dans ces conditions-là, vous avez un foyer ici qui est un foyer situé dans cet espace-là. C'est un foyer, en fait, image réelle. Un rayon qui arrive, eh bien, de l'infini,
donc ici l'objet est situé à l'infini, ce rayon est équivalent à un objet situé très très loin, et bien il va converger vers le foyer image. D'accord? Bon, je peux changer même, je dirais, ici un autre rayon qui est parallèle, et bien il va converger vers F2, qui est le foyer image. De la même façon, lorsque j'ai cette fois-ci je change de concavité et j'ai un dioptre convexe avec N1 inférieur à N2, eh bien un rayon qui arrive normalement ici, d'accord, il va converger vers le foyer qui est également ici un foyer réel parce que situé dans l'espace, un foyer image réel parce que justement situé dans un espace image réel. Maintenant je vais passer à la suite. En fait ici, ici le foyer, en fait les foyers lorsqu'ils sont réels, eh bien le dioptre, plutôt le dioptre sphérique en question est convergent, d'accord? Et dans ce cas-là, C se trouve dans le milieu le plus réfringent, donc ici, d'accord? Bon, je passe ici à la situation d'un dioptre sphérique, d'accord, ici, un dioptre sphérique concave, cette fois-ci dans le cas où N1 toujours inférieur à N2. Donc cette fois-ci, vous remarquerez que le foyer est situé dans l'espace image virtuel. Donc c'est un foyer qui est virtuel. Et par conséquent, le rayon, quand il va arriver ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diverger de sorte à ce que son support passe par ce foyer-là. De la même façon, ici, je trace le support du rayon et j'ai en fait, le rayon qui va diverger. Là, je reprends le dioptre convexe dans les conditions où N1 est supérieur à N2. Et là encore, j'ai un foyer ici qui est un foyer image virtuel. Donc, le rayon, quand il arrive ici, d'accord, il va se réfracter de sorte que son support va passer par le foyer image virtuel. D'accord? Je peux en fait ici utiliser un deuxième rayon, c'est en fait le comportement est le même. Tous ces rayons possèdent des supports qui convergent en fait vers le foyer image ici qui est en fait un foyer virtuel. Et donc quand vous avez le caractère divergent ici, pour les deux d'ailleurs, pour ce système concave et ce miroir, plutôt ce dioptre convexe, eh bien vous avez en fait, lorsque les foyers sont virtuels, le système en question, le système sphérique, le dioptre sphérique est divergent. Et dans ces conditions, le centre C, ici, se trouve plutôt dans l'espace, dans le milieu le moins réfringent, d'accord, dans le milieu ennemi. Voilà, ici, je vais présenter quelques constructions géométriques, d'accord. Je vais disposer un objet étendu ici, d'accord, et je vais essayer de profiter des propriétés, d'accord, qui permettent ici de construire des images à l'aide de rayons particuliers. Bon, le premier rayon particulier, c'est le rayon qui arrive parallèlement à l'axe. Nous venons de voir tout de suite que ce rayon, il va converger directement vers le foyer image, parce qu'il s'agit dans ce cas d'un système convergent. Bon, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire qu'il y a également dans le cas du dioptre plan un rayon très très gentil, c'est celui qui passe par le centre. Bon, c'est une notion que nous avons déjà introduite précédemment pour le miroir sphérique, avec cette réflexion qui se fait sur elle-même. Ici, en fait, en réalité, à ce niveau-là, le rayon arrive normalement sous un angle d'incidence qui est nul, et donc forcément l'angle de réfraction sera nul, et ce rayon ne sera pas dévié, il va continuer son trajet tranquillement. Et ici, vous avez une image, en fait, le point d'intersection c'est D2, et de la même façon, je construis la projection orthogonale de A2, en fait de B2, c'est A2 qui est l'image de A1 à travers ce système donc, que vous avez ici. Je vais changer ici la position de ici. Bon, pardon, tout à l'heure, je n'ai pas dit que en fait, l'objet ici est réel, et vous avez également ici une image qui est réelle. Maintenant, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe lorsque en fait, je m'intéresse à un objet qui est virtuel.
Et bien de la même façon, j'ai un rayon qui arrive. Bon, ici, le foyer, il est situé par là, foyer image, il est bien réel, et donc j'ai un système convergent, le rayon va converger ici. De la même façon, je peux envisager un rayon qui passe à la fois par B1 et par C. Sachant qu'il passe par C, il ne sera pas dévié, et donc vous voyez bien que j'ai une intersection à ce niveau-là. Donc B2, c'est l'image de B1 à travers le dioptre sphérique. Je construis l'image entière par projection orthogonale. Et dans ce cas-là, paradoxalement, alors que j'ai un objet virtuel, eh bien j'obtiens ici une image parfaitement réelle, d'accord? Donc ici, vous avez les deux cas que nous avons ici correspondent à des foyers réels. Donc ici, vous avez un dioptre qui est convergent avec une vergence positive. Bon, regardez, ici, je vous avais une autre formule qui vous permet de déterminer le grandissement transversal. Regardez, si vous faites le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, c'est tout simplement, en fait, la distance ici, C à 2. Donc ici, le prime, c'est tout simplement le 2 que vous avez ici, c'est l'image. Et C à 1, bon, ici, c'est l'objet qui est ici. Donc vous pouvez utiliser aussi développer gamma en fonction de C à ce niveau. Bon, là, je vais ici m'intéresser à une situation où le foyer, ici, est virtuel, parce que, bon, j'utilise l'exemple d'un miroir, cette fois-ci convexe, avec M2 inférieur à M1. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, le foyer est virtuel. D'accord? Il est situé dans l'espace image, parce qu'il s'agit d'une image, bien sûr. Le foyer est virtuel. Et donc, quand le rayon arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est un système divergent. Nous avons vu tout à l'heure que lorsque les foyers sont virtuels, eh bien, le système est divergent. Le rayon va diverger de sorte que son prolongement, son support va passer par ce foyer. De la même façon, je vais utiliser le rayon le plus gentil. C'est celui qui passe par le centre et qui ne pose aucun problème. Il n'est pas dévié. Ici, j'ai une intersection qui se fait à ce niveau-là. Et donc là, ce point-là, c'est exactement l'image B2 de B1. Bon, je la construis ici, et par projection orthogonale, je détermine A2. Et donc, j'ai déterminé mon image qui est située ici. Et c'est une image qui est située dans l'espace image virtuelle. C'est une image virtuelle, alors que l'objet est bien réel. D'accord? Maintenant, là encore, je vais m'intéresser à la situation où l'objet est virtuel situé derrière. Bon, cet espace, c'est l'espace objet virtuel. Bon, il ne se passe rien de différent par rapport à la situation précédente. Ici, vous avez le rayon qui va diverger, d'accord, de sorte à ce que son support passe par F2. Après, bien évidemment, maintenant vous avez compris, il faut que j'envisage un rayon qui passe à la fois par B1 et par C, et comme ça il ne sera pas dévié. Le voilà, d'accord. Ce rayon est bien gentil, il ne pose aucun problème, il passe directement sans être dévié. L'intersection maintenant se fait ici entre un rayon réel, d'accord, un rayon qui passe, mais vous avez ici le rayon, en fait le prolongement que vous avez ici, c'est un prolongement virtuel qui n'existe pas, et donc ici, vous avez, en fait, les rayons passent, ici les deux rayons sont réels et l'intersection se fait à ce niveau-là, d'accord? Donc l'intersection se fait à ce niveau-là, d'accord, entre ces deux rayons qui sont bien réels et par conséquent cette image elle est parfaitement réelle parce que formée en fait déjà elle est formée dans l'espace image réelle. D'accord? En plus, on le voit concrètement parce qu'elle est formée à l'aide de vrais rayons qui passent à travers ce système. Donc, dans ces conditions, bon, pour résumer un petit peu, lorsque vous avez des foyers, images virtuelles, bon, les foyers objets que vous avez ici le sont également, ils sont aussi virtuels, d'accord? Parce que situés dans un espace objet virtuel. Eh bien, le dioptre en question est divergent. Alors, vous avez une vergence négative. On retrouve un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du signe de la vergence. Lorsqu'elle est négative, eh bien, le système optique en question est divergent. Bon, C, bien sûr, est situé dans le milieu, le moins de frange.
Bon, ici, bon, vous avez une image, bon, je pense que je l'ai dit à ce niveau-là, vous avez ici un objet qui est virtuel, que j'ai représenté ici en pointillé, alors que l'image, elle est parfaitement réelle. Merci.